La purge d'Etoudi, quand Ngo resserre Leto et Meeso et Sadi au bord du précipice. Quand le vent souffle trop fort, même le palmier qui faisait le malin finit par courber la tête. Mesdames et messieurs, bonsoir. Accrochez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple actualité, c'est un séisme politique qui fait trembler jusqu'au mur du palais d'Etoudi. Oui, le Cameroun est en train de jouer un épisode digne d'une série mexicaine, sauf que chez nous, les acteurs ne jouent pas, ils se battent pour survivre. Bienvenue sur Camé News, la chaîne où l'on ne mâche pas les mots, où l'on ne sucre pas la vérité, et où l'actualité politique camerounaise vous est servie comme le ndolé de maman, chaud, pimenté et sans économiser l'huile rouge. Si vous aimez les analyses fades, les commentaires timides, il faut changer de chaîne. Mais si vous voulez comprendre les secrets du pouvoir, les guerres de clans, les trahisons, les sourires hypocrites qui cachent les couteaux de cuisine derrière le dos, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons tête première dans la purge silencieuse orchestrée par Ferdinand Ngo, l'homme que certains appellent l'ombre du palais, d'autres le vice-président non déclaré, et d'autres encore, eh bien, vous connaîtrez leur surnom tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que deux barons historiques tremblent comme le manioc dans la marmite. Laurent Esso, le doyen des doyens, celui qui a traversé tous les régimes et même les tempêtes qu'il avait lui-même provoquées. René Emmanuel Sadi, le diplomate au visage de marbre, longtemps considéré comme l'un des plus loyaux piliers du système Biya. Mais aujourd'hui, selon les révélations explosives de Jeune Afrique, leur siège vacille, leur dossier s'empile, et les aiguilles de la purge pointent dangereusement leur direction. Les deux hommes qui pensaient mourir avec le système, découvrent brutalement que dans cette maison-là, personne n'est trop vieux pour être sacrifié. Alors, avant que nous ne décortiquions ce mystère politique comme un pistache bien grillé, prenez une seconde, oui, juste une petite seconde, pour aimer cette vidéo, vous abonner, activer la cloche. Parce qu'ici à Camé News, nous vous racontons l'actualité avec un piment que même le Nyanjansang ne peut pas supporter. Ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où les complots se passent en costume cravate, où les sourires sont plus dangereux que les coups de feu, et où chaque silence peut décider de la chute d'un ministre. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça dépasse la fiction. Partie 1. Les origines du chaos, comment on a laissé le feu prendre avant d'aller chercher l'eau. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, ajustez vos sandales, écartez vos oreilles, parce que ce qui va suivre n'est pas une simple histoire, non. C'est un documentaire de National Geographic version tropicale, qui montre comment une crise qu'on pouvait éteindre avec un seau d'eau est devenue un brasier national. Le Cameroun, c'est un pays où les problèmes ne naissent pas brusquement. Non. Les problèmes prennent toujours le temps de se lever doucement comme un vieux papa avant de quitter son lit. Ils s'étirent, ils réfléchissent, ils consultent les ancêtres, puis seulement ils se manifestent. Mais malgré toutes ces étapes, nos dirigeants font comme si c'est tombé du ciel. 1. Les premiers signaux, on voit, mais on fait comme si on ne voit pas. Avant que la situation n'explose, les signes étaient là. Ils étaient assis, clairs, visibles même à l'œil nu. Ce n'était pas une prophétie de Nostradamus, c'était la réalité du terrain, grogne, tension, mécontentement, accumulation de frustration, murmures dans les quartiers, voix dans les gares routières, fatigue dans les visages, bref, le pays envoyait les SMS d'alerte gratuitement. Mais comme d'habitude, nos autorités ont montré leur talent spécial, la vision sélective. Elles voient seulement ce qu'elles veulent voir. On dirait même qu'elles ont des lunettes qui ne détectent que les choses qui vont bien. On leur rapporte, attention, le feu commence. Elles répondent, oui, nous suivons attentivement. Suivre attentivement quoi? Le feu qui danse? Le Cameroun est le seul pays où les problèmes crient « je viens » et ceux qui doivent agir répondent « on t'attend ». 2. L'accumulation des frustrations, le couvercle bouillait déjà, mais on a augmenté le feu. Pendant que la tension montait sur le terrain, au lieu d'agir, on a préféré intensifier ce qui fâche. Comme si quelqu'un disait « le patient est fâché parce qu'on pique trop, bon, piquez-le encore un peu, peut-être qu'il va comprendre ». Les gens se plaignaient, les professionnels grognaient, la population souffrait, les prix montaient, les attentes explosaient, et pendant ce temps, certains responsables répondaient avec la délicatesse d'une porte en fer, nous maîtrisons la situation. Si maîtriser la situation signifie fermer les yeux très fort et espérer un miracle, alors oui, vraiment, ils maîtrisaient. Chaque jour, la pression augmentait. Et vous savez la vérité? Le pays fonctionnait comme une marmite de couscous placée sur un feu trop fort. Le couvercle tremblait, il dansait, il voulait déjà s'envoler.
On voyait bien que quelque chose allait déborder. Mais non. On a laissé. On s'est dit, Dieu va faire comment? Oui, au Cameroun, parfois, la stratégie gouvernementale repose sur une foi absolue, mais pas dans la gestion, dans le miracle. 3. L'absence totale d'anticipation, le mal national. Ah. L'anticipation. Ce mot n'a jamais vraiment réussi à obtenir son passeport dans notre administration. Il est toujours en attente. On dirait même qu'on l'a oublié dans un tiroir quelque part. Parce que soyons sérieux, tout ce qui est arrivé était prévisible. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un tsunami inattendu, ce n'est pas même un accident. C'était comme regarder un bus avancer tout droit vers un ravin, klaxonner pour prévenir, et voir le chauffeur répondre « On va gérer ». Le Cameroun a fait de l'absence d'anticipation un véritable patrimoine culturel. On dirait que c'est enseigné quelque part. Étape 1, attends que ça brûle. Étape 2, panique un peu. Étape 3, fais une réunion. Étape 4, accuse un facteur extérieur. Étape 5, propose des solutions tardives. Étape 6, conclut que tout est sous contrôle. Voilà exactement comment les choses ont glissé. Au lieu de prévenir, on a attendu le choc. Au lieu de gérer à froid, on a réagi à chaud. Au lieu de planifier, on a improvisé. Au lieu d'agir, on a observé. Et au final, la crise a éclaté comme un pétard chinois dans un salon. 4. Les responsabilités partagées, mais jamais assumées. Mes chers téléspectateurs, vous connaissez déjà cette chanson, nous allons ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités, accompagnée du refrain, toutes les options sont sur la table. Et puis après? Silence. On change de sujet. On avance comme si rien ne s'est passé. Mais dans cette crise-ci encore, la responsabilité était collective. Locale, régionale, nationale, technique, administratif, chacun a laissé traîner quelque chose. Chacun a fermé l'œil à un moment. Chacun a pensé que ça allait passer. Et au final, ça n'a pas passé. Ça a frappé fort. Quand la situation a explosé, c'était tellement grave que même ceux qui jouaient les aveugles étaient obligés de mettre les lunettes de soleil pour faire semblant qu'ils voyaient depuis le début. 5. Le moment où le chaos devient officiel. Le vrai déclic, le moment où tout le monde a senti que, ouais, ça a dépassé le cadre, c'était lorsque les tensions se sont retrouvées étalées partout, sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les conversations, dans les gares, au marché, dans les taxis, partout. Le chaos est devenu officiel. En une journée seulement, le problème a quitté le statut de « petit souci interne » pour devenir « crise nationale avec ramifications sociales ». Et c'est à ce moment précis qu'au sommet, on s'est dit « Aïe, donc ça n'allait vraiment pas ?» Ah. La découverte. C'est ainsi que les origines du chaos ont été plantées. Le silence. L'inaction. La mauvaise gestion. L'absence d'anticipation. Le déni. Et surtout, la confiance absolue que les choses allaient s'arranger toutes seules. Partie 2. La gestion de la crise ou l'art de souffler le vent et appeler ça la pluie. À mes chers téléspectateurs, asseyez-vous seulement. Prenez même une chaise en plastique, comme dans les réunions de quartier, parce que ce que nous allons décortiquer ici dépasse la simple logique humaine. On dit souvent que « gouverner, c'est prévoir », mais au Cameroun, on dirait que gouverner, c'est rattraper ce qu'on n'a pas prévu, puis promettre qu'on avait prévu, mais que les autres n'ont pas vu la prévoyance. Oui, c'est un concept. Ce n'est pas facile, ça demande une formation spéciale que seuls nos dirigeants connaissent. Bon, essayons de comprendre ensemble la gestion de cette crise, parce que depuis que la tension a commencé dans le secteur dont on parle, chacun au gouvernement a sorti son propre manuel de survie politique. Chacun a donné son film, comme dans les soirées improvisées de Nollywood derrière les maisons. 1. Les premiers jours du désordre, silence radio, mais micros bien allumés. Dès le début du problème, au lieu d'une intervention ferme, organisée, bien structurée, qu'est-ce qu'on a vu? Le silence. Le calme. Cette paix-là qui précède les grandes catastrophes. Les Camerounais étaient là, en train de regarder, les choses se dégrader doucement comme un bolo oublié au soleil. Et dans ce moment-là, normalement, un gouvernement sérieux se lève, convoque une réunion d'urgence, envoie un communiqué, rassure la population. Mais non. Chez nous, on fait d'abord la pause stratégique. On observe. On regarde.
On calcule même la direction du vent politique avant de prononcer le moindre mot. Oui, parce que chez nous, le silence n'est pas l'absence de stratégie, non, c'est la stratégie elle-même. Quand la crise a commencé à prendre feu, nos autorités ont fait exactement comme le parent camerounais qui tourne encore le plantain sur le feu pendant que l'enfant crie qu'il brûle déjà, je regarde d'abord. Attends, je viens. Sauf que pendant qu'il regardait d'abord, la crise avançait avec la vitesse d'un mototaximan fâché. 2. Les prises de parole, éclair, on parle vite pour dire qu'on parlera encore. Après quelques jours de pression, les premiers communiqués sont sortis. Un paragraphe. 2 lignes. Rien de concret. On appelle ça communication préliminaire, mais nous, on connaît ça, c'est la communication pour calmer les cœurs sans rien dire dedans. On nous a annoncé des consultations en cours, un suivi rigoureux de la situation, un examen minutieux des mesures en réflexion. Ah! Les autorités camerounaises adorent les phrases avec beaucoup de mots qui veulent dire absolument rien. C'est comme si quelqu'un te dit, je vais voir comment je vais réfléchir à la possibilité de considérer si on peut penser à agir. Tu vois non? Tu es calmé, mais tu n'as rien appris. Le comble, c'est que pendant qu'il parlait en parabole, la population, elle, parlait en réalité, fatigue, débrouillardise, confusion, tension. Mais bon, selon nos dirigeants, tant qu'on a dit « le gouvernement suit la situation », ça veut dire que tout va bien. Le Cameroun même. 3. La réunion d'urgence qui arrive quand l'urgence est déjà fatiguée. Plus tard, on nous annonce la grande réunion. Oui, la réunion qui devait tout sauver. La réunion de haute importance. La réunion où on allait prendre des décisions fortes. Mes frères, vous connaissez déjà ce type de réunion. Quand on dit « fort », ça veut dire fort dans la grammaire, pas fort dans les actions. On allait encore sortir des mots compliqués comme « mesures transitoires »,« cadre concerté »,« arbitrage stratégique »,« table ronde inclusive ». Oh! Le Cameroun aime trop les tables rondes. Si les solutions sortaient seulement des tables rondes, on serait déjà du bail. Mais revenons dans notre film. On réunit tout le monde. On parle, on note, on se regarde, on se lève, on sourit. Et finalement, on promet des mesures qui arriveront dans les prochains jours. Camerounais connaît ça, dès qu'on dit « prochains jours », ça veut dire entre demain et 2040. 4. Les mesures qui rassurent, sans rassurer. Finalement, des mesures sont annoncées. Des directives. Des instructions. Des engagements. Mais dans la pratique, c'est comme quand un parent dit à son enfant « je vais acheter le vélo 1, sois patient ». Le problème, c'est que l'enfant n'a jamais demandé le vélo, il a demandé à manger. Voilà la gestion camerounaise. Les mesures qui sont sorties, ça ressemblait plus à un pansement posé sur une blessure de guerre. On a promis, on a juré, on a martelé. Le gouvernement était même en mode « nous avons entendu, nous avons compris, nous allons agir ». Mais la population, elle, sait reconnaître quand on lui sert le vieux morceau de songo. Vous savez ce vieux morceau qu'on découpe encore et encore pour faire croire que le repas est complet. Voilà. 5. La fameuse stratégie, gagner du temps en espérant que la crise se fatigue. C'est là où le Cameroun se distingue mondialement. Ici, on ne résout pas toutes les crises. On attend parfois que la crise elle-même décide de se calmer. C'est ce qu'on appelle la méthode naturelle. Une méthode traditionnelle, profondément ancrée dans la philosophie politique tropicale. Nos dirigeants ont cette croyance mystique selon laquelle, si tu ignores un problème assez longtemps, il va se fatiguer et te laisser tranquille. Comme quand un moustique te dérange dans la nuit, mais tu refuses de te lever. Tu espères que le moustique va soit dormir, soit se décourager. Eh bien, la gestion de cette crise a beaucoup ressemblé à ça, on espère que les choses vont s'arranger toutes seules, pendant qu'on organise encore une autre réunion pour organiser la prochaine réunion. Partie 3. Les coups de griffe, quand Esso et Sadi refusent de s'agenouiller. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous un peu. Buvez de l'eau si possible, parce que ce chapitre-ci n'est pas pour les cœurs fragiles. Nous parlons aujourd'hui de 2 dinosaures politiques, 2 vieux crocodiles qui connaissent chaque caillou de la rivière administrative du Cameroun. 2 hommes que même la poussière du palais respecte depuis des décennies. Et ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va venir leur dire « Monsieur, levez-vous et partez ». Hein? Dans quel Cameroun? Voici donc Laurent Esso et René Emmanuel Sadi, les 2 seuls ministres qui, quand Ngo tous, ne se retournent même pas pour dire « à vos souhaits ». Non.
Eux ils continuent seulement leur route comme si de rien n'était. C'est ça qui fâche. C'est ça qui dérange. Et c'est exactement ça qui alimente la tempête dont nous parlons. Laurent Esso, le grand maître qui connaît tout, même les secrets que les murs ont oubliés. Si vous demandez dans la haute administration, qui connaît les archives non écrites du régime? On vous dira, Laurent Esso. Ce monsieur a servi ce régime comme un disque dur externe. Il a tout vu. Il a tout entendu. Il a tout enregistré. Et il n'a jamais formaté. On dit même que si Etoudi brûle un jour, ce n'est pas les documents qu'on va perdre, c'est les secrets qu'Esso transporte dans sa tête qui vont vraiment manquer au pays. Mais ce qui rend sa rivalité avec Ngo encore plus épicée que la sauce jaune du village, c'est que Esso a déjà porté la couronne du SGPR. Oui. Lui-même il a déjà été assis dans le fauteuil que Ngo occupe aujourd'hui. Et ça, mes frères, c'est un problème. Parce que dans le Cameroun politique, il y a deux types d'hommes. Ceux qui rêvent d'être SGPR. Et ceux qui ont déjà été SGPR. Et l'homme qui a déjà occupé le poste ne tremble pas quand on lève la voix. C'est comme un ancien gendarme qui voit un policier fâché, il va seulement sourire. Le drame des hautes instructions, une curricula formatus qui ne figure nulle part. Ah voilà le cœur du conflit. Vous voyez, Ngo a une baguette magique administrative appelée haute instruction du président de la République. Un papier sans adresse, sans date, sans sceau, mais qui peut déplacer un directeur, limoger un DG, bloquer un budget, ou même faire circuler les ministres comme les pions dans un jeu de dames. La plupart des ministres ont dit. Chef, on a compris. On exécute. Mais Esso a dit. Pardon? Pourquoi je dois sauter comme un crapaud quand je ne suis pas sûr que c'est le lion qui a rugi? Et il a dit ça publiquement. Publiquement. Devant les caméras. Devant la nation. Devant les autres ministres qui n'en revenaient pas. Vous connaissez le Cameroun. Quand quelque chose choque le gouvernement, ce n'est pas la presse qui en parle en premier. Ce sont les tambours du palais. On dit qu'en coulisses, l'inspection des services est même restée sans salive ce jour-là. L'affaire Martinez-Zogo, le moment où Esso a failli tomber. Mais à REBONDL comme un ballon de basket. C'est ici que la bataille a frôlé la tragédie. L'assassinat de Martinez-Zogo a éclaté comme une bombe. Les doigts ont pointé un peu partout dans toutes les directions. Et certains, sans même respirer, ont osé pointer Esso. On l'a accusé sans preuve, sans dossier, sans logique. Il a dû demander audience. Le président ne le recevait pas. Les couloirs d'Etoudi étaient plus froids à son égard qu'un climatiseur sur 12 degrés. Mais, comme on dit au quartier, le mensonge peut courir, mais il ne sait pas sauter les rivières. Les enquêtes ont montré que l'homme n'était impliqué en rien. Non seulement il a été blanchi, mais il a fini par être reçu 2 fois au palais, un privilège que même certains ministres en activité, comme Dion-Gut lui-même, n'ont pas vu depuis très longtemps. Quand on a vu Esso sortir de là avec les 2 audiences dans sa poche, certains ont dit. Donc le vieux n'est pas encore fini. Et ça, mes frères, Ngo n'a pas aimé. Parce qu'un rival qu'on croyait terminé. Qui revient avec un ticket signé du chef. Ça devient un obstacle administratif de catégorie 7. Sadi, le diplomate silencieux qui a saboté Ngo en mode ninja. Maintenant entrons dans le dossier Sadi. Ah. Sadi. Le monsieur qui parle toujours lentement, mais dont chaque phrase peut changer la météo politique du pays. Ce n'est pas quelqu'un qui s'agite. C'est un diplomate, un vrai. Un homme carré, calme, posé. Mais attendez, pose ne veut pas dire faiblesse. Quand Ngo a voulu faire passer son candidat à la tête de la CRTV, il avait déjà sécurisé le terrain. Et puis Sadi est arrivé comme un chirurgien. Il n'a pas crié. Il n'a pas grondé. Il n'a pas fait de conférence de presse. Non. Il a simplement court-circuité le projet. Propre. Net. Sans bavure. On dit qu'à ce moment-là, dans le bureau du SGPR, la tension a changé de couleur. Pourquoi ces 2 hommes dérangent tant? Ce n'est pas leur fonction. Ce n'est pas leurs âges. Ce n'est même pas leur réseau seulement. Ce qui dérange Ngo, c'est ceci. Il refuse de se mettre à genoux devant sa méthode. Il conteste. Il réplique. Il résiste. Et dans un gouvernement où tout le monde cherche la bénédiction silencieuse du SGPR.
Ces deux-là ont décidé qu'ils n'allaient pas faire comme les autres. Ils incarnent la vieille école, celle de l'époque où les ministres discutaient encore directement avec le président, sans passer par un intermédiaire devenu obligatoire. Ils ont l'expérience, les années, la légitimité historique. Et surtout, ils savent comment fonctionne réellement le pouvoir. C'est ça qui dérange. C'est ça qui inquiète. C'est ça qui trouble les plans. Ngo veut un gouvernement où personne ne contredit. Eux veulent un gouvernement où les ministres ne sont pas des photocopieuses humaines. Quelque part, on comprend pourquoi la tension est montée jusqu'au ciel. Et maintenant, la question qui fait trembler le palais. Si ces deux monuments tombent, ce n'est pas seulement une page du régime Biya qui se tourne. C'est une encyclopédie complète qu'on arrache de la bibliothèque. Et cela voudrait dire, mes frères. Ngo a réussi à neutraliser les deux derniers obstacles entre lui et le contrôle total de l'État. Mais est-ce que le vieux père, là-bas à Mvomkaa, va accepter ça? Est-ce que Chantal Biya va laisser faire? Est-ce que le pays est prêt pour une telle secousse? La réponse, c'est la suite de la série. Partie 4 Ngo, le faiseur de roi qui veut verrouiller la machine. À mes frères et sœurs, arrivés à ce niveau du reportage, il faut attacher la ceinture, attacher même la corde si possible, parce que ce que Ferdinand Ngo est en train de faire dans la République la dépasse simplement le langage. C'est le genre de manœuvre politique que même les films nigérians n'osent plus tourner, parce que ça risquerait de dépasser la fiction pour entrer dans le ministère du surnaturel. Regardez-moi un peu, le SGPR, l'homme que certains appellent le téléphone de Paul Biya, d'autres l'enveloppe scellée du palais, et d'autres encore, vous savez ceux qui aiment exagérer, le vrai président sans élection, est aujourd'hui en train de resserrer les boulons de l'État comme un mécanicien qui veut transformer une vieille moto en jet privé. Mais calmons-nous, décryptons. Ngo, l'homme qui transmet les ordres, qui parfois ne viennent même pas de là où on croit. Depuis qu'il est entré dans la haute cuisine politique, Ngo a compris une chose, dans ce pays, le pouvoir ne se crie pas, il se chuchote. Ce n'est pas lui-même qui a dit. Dans ce travail, ce n'est pas la force qui compte, mais la signature et la discrétion. Bon, il n'a peut-être pas dit ça publiquement, mais c'est écrit sur son front comme la date d'expiration sur une boîte de sardines. Son arme absolue? Les fameuses hautes instructions. Ce document mythique, invisible, intangible, mais que tout le monde doit respecter, même sans signature, même sans tampon, même sans photocopie. Une sorte de totem administratif, vous voyez un peu non? Les ministres tremblent, les directeurs généraux s'inclinent, même les gouverneurs parfois s'agenouillent moralement. Sauf deux personnes, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ngo, le stratège du silence qui veut éliminer les bavards. Parce que dans la logique du SGPR, il y a deux problèmes dans ce pays. 1. Laurent Esso, le monsieur qui connaît trop de choses. 2. René Emmanuel Sadi, le monsieur qui parle trop peu, mais qui agit trop fort. Et vous savez, mes frères, dans un système où l'ombre gouverne souvent la lumière, Ngo ne peut pas laisser des gens qui comprennent les règles du jeu menacer sa propre partition. Donc il a sorti le cahier, il a aiguisé le crayon, et il a commencé à inscrire les noms comme un professeur qui prépare les élèves pour la punition générale. Sauf que dans ce cahier-ci, ce n'est pas la retenue qui attend les élèves. C'est le remerciement ministériel, parfois doux, parfois brutal. Et même dans l'ombre, on dit qu'il a déjà coché la case, renvoyé Esso et Sadi. On dit même attention aux oreilles sensibles, qu'il aurait déjà préparé qui doit s'asseoir où, qui doit contrôler quoi, et qui doit lui dire merci comment. Mais bon, ce sont les rumeurs. Vous savez que nous à Kame News on ne fait que constater. La technique de Ngo, avancer doucement, frapper fort. Le SGPR n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Non. C'est un homme qui fait. Et quand il fait, on sent. Vous voyez un peu un serpent qui ne siffle pas mais qui mord proprement? C'est ça. Regardez encore l'affaire CRTV, il a obtenu du chef de l'État le remplacement de Charles Ndongo, il avait déjà son candidat, il avait déjà déplacé les chaises, il avait déjà arrangé les micros. Puis Sadi est sorti de nulle part comme un gardien de but qui a étudié le penalty en rêve, et boum, il a bloqué la manœuvre. Depuis ce jour-là, dans les couloirs d'Etoudi, on dit que Ngo n'a plus souri naturellement. On dit même qu'il a changé la direction du vent dans son bureau. Ngo, le sculpteur de l'après-Biya. Vous voyez, mes frères, ce qui rend cette partie encore plus intéressante, c'est que Ngo n'est pas seulement en train de régler des comptes, il prépare une architecture.
Oui. On dit qu'il veut contrôler les instructions du président, les ministres influents, les nominations stratégiques, la communication nationale, et même la transition, quand elle arrivera. Parce que lui-même il sait que dans ce pays, celui qui contrôle le silence du président contrôle le destin de la République. Il sait aussi que, dans cette savane politique, les éléphants fatigués doivent quitter la piste, sinon ils risquent de barrer la route aux jeunes lions affamés. Et qui est le lion affamé ici? Lui-même. Le fameux SGPR, devenu architecte de la succession sans jamais dire le mot « succession ». Il avance, il observe, il calcule. Il ne parle pas trop, il laisse les autres crier. Il pousse des dossiers, il bloque d'autres, il surveille chaque respiration politique comme un vigile devant une banque. Et pendant ce temps, Esso et Sadi deviennent, malgré eux, des poteaux devant sa trajectoire. Ngo veut verrouiller la maison, fermer les fenêtres, et garder la clé dans sa poche. Le projet est simple. Si Esso tombe et si Sadi tombe, le Cameroun administratif devient une maison à une seule clé. Une maison où toutes les portes passent par le SGPR. Toutes les décisions passent par sa plume. Tous les ministres passent par sa patience. Et même le silence du chef devient une arme qu'il peut brandir. Et mes frères, quand un homme dans un système comme celui-ci devient trop puissant, soit il devient indispensable, soit il devient dangereux, pour les autres, pas pour lui-même. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un SGPR qu'on voit. C'est un Premier ministre officieux. Un vice-président non déclaré. Un capitaine du bateau qui navigue pendant que le commandant se repose. Certains disent même qu'il est l'homme le plus puissant du Cameroun après Paul Biya. Les autres disent qu'il n'est même plus après, mais bon, calmons nos langues. Et maintenant? Maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que le président va valider son plan ou lui rappeler que dans cette maison, il y a un seul maître? Parce que même si Ngo a la stratégie, les réseaux, le silence et la position, il n'a pas encore la décision finale. Et dans la politique camerounaise, mes frères, une seule décision peut transformer un général en simple spectateur. Mais si le président accepte d'éjecter Esso et Sadi, alors Ngo deviendra le moteur, la batterie, le carburateur et même la clé de contact de l'État. Et à ce moment-là, c'est nous tous qui allons rester ici pour regarder la suite de la série. Conclusion, le remaniement, un tournant ou une étape. Si les plans de Ngo vont au bout, le paysage politique camerounais changera profondément, moins de contre-pouvoirs, plus d'exécutivité concentrée, et une présidence entourée d'hommes qui lui doivent tout. Mais la décision finale appartient à un seul homme, Paul Biya, et ses arbitrages peuvent encore tout bloquer ou tout valider. Alors la vraie question pour vous, auditeurs, préférez-vous un État maîtrisé par un faiseur discret, ou un État où la mémoire et la diversité des voix peuvent encore faire obstacle aux excès? Dites-nous quel camp vous inspire le plus confiance et pourquoi, débattez avec dignité dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à Kamenews pour des enquêtes exclusives et un angle que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Remerciements éthiques et précisions factuelles. Nous avons fondé cette enquête sur des articles d'investigation et des informations publiées par la presse spécialisée. Les révélations récentes signalent des rivalités et des intentions, mais n'anticipent pas une décision formelle du président.